suis Daouda Koulibaly, je suis journaliste, blogueur et vidéoblogueur. Je suis journaliste indépendant. J'ai écrit pour El País, le plus grand journal espagnol. J'ai fait des piges pour le New York Times. J'ai aussi écrit pour la radio internationale des Pays-Bas pendant pratiquement 3 ans avec le projet Ivoire Justice. J'ai écrit pour le Nouveau Courrier ici à Abidjan. Et moi-même personnellement, j'ai mon blog que j'ai transformé aujourd'hui en média à part entière, voilà. Et j'ai travaillé aussi pour le site en ligne Politique Afrique qui est devenu après Pôle Afrique. C'est après ma démission que je suis allé créer mon propre média qui s'appelle La Voix des Sans-Voix, où je décris, je dénonce l'état de la société. Oui, les menaces j'en reçois à tout moment, voilà. Et la dernière menace même que j'ai reçue, c'est lors de la fameuse affaire d'AgroBusiness qui m'a valu même des pressions à un très haut niveau. Mais bon, c'est pas pour autant que je vais arrêter de dénoncer. Je peux dire que c'est en gros la 3e fois qu'il y a des altercations avec la police. La première fois, c'était à la présidence de la République. Il y avait eu une histoire de direct, tout et tout, donc on ne s'est pas compris, tout ça. La présidence pensait que moi je faisais un direct. Après, les gars de com m'ont pris, ils m'ont envoyé dans un bureau, tout ça. Et ils m'ont fait effacer toutes les vidéos que j'avais prises en back-office. Je leur ai dit que ce n'était pas du direct. Après, ils ont fait un montage. La seconde fois, c'était avec les policiers qui sont en face de Fraternité Matin. Il y avait une marche des élèves et j'étais en train de filmer encore une fois en direct, tout ça. J'ai été empêché de travailler. Le monsieur m'a même donné un coup de poing à l'œil gauche. Et j'avais même l'œil au beurre noir pendant un certain temps. Et cette fois-ci, c'est la 3e fois où là, je me suis fait traîner à terre comme un animal, comme une bête sauvage. Comme il veut force, on demande de force. Hein? Ne réagissez pas ainsi. Je savais qu'il y avait une marche, il y avait 2 marches pratiquement. Il y avait une marche qui avait été organisée par la EDS, qui est dirigée par, comment on appelle ça, la branche plus ou moins du FPI. Et il y avait une autre qui était autorisée. La première n'était pas autorisée, les marches qui étaient au niveau d'Adjamé, tout et tout. Donc moi, je n'ai pas cherché à aller là-bas, parce que je me suis dit, c'est pas autorisé, il ne faut pas aller se créer des problèmes. Je suis parti dans celle de l'AFD, qui était plus ou moins autorisée. Le matin, je passais, j'ai vu l'important dispositif sécuritaire. Comme tout journaliste, c'est un réflexe. Tu vois un truc comme ça, automatiquement, tu te dis, il y a quelque chose ici. Il y a de l'info ici. Donc du coup, je garde la voiture à la station et j'attends. À un moment donné, je me rends compte que les journalistes sont tous regroupés quelque part. Mais personne n'ose sortir sa caméra. Personne n'ose sortir. Même quand ils ont la caméra, c'est à la main. Donc du coup, ils ne sont pas en position de filmer. Et je me rends compte que les esprits sont en train de se chauffer. Automatiquement, je viens, je sors mon téléphone et je commence à filmer. Le monsieur, il m'a vu. J'ai senti qu'il veut me dire, non, on ne filme pas. Le policier, oui. J'ai été clair là-dessus. On est devant une institution publique, dans un lieu public, pour un événement qui rentre dans le cadre de l'information. Et toute image qui rentre dans le cadre d'une information, le droit à l'image n'a pas de raison d'être. Ça, ils le savent. Moi aussi, je le sais. Et toute personne qui est JRI, qui est journaliste, reporter d'image, le sait pertinemment. Ou après, quand j'ai commencé à filmer la première fois, ils ont commencé à repousser et manifestants et journalistes. Ils nous ont dit d'aller derrière, de l'autre côté de la chaussée. Et c'est en ce moment-là que j'ai vu Madame Agnès Monet, qui est secrétaire générale du FPI, venir. Donc j'engage alors une interview avec Madame Agnès Monet. Et pendant cette interview, les policiers sont encore venus nous retrouver là. Ils ont dégoupillé le gaz lacrymogène et ils l'ont jeté parmi nous. Dans ce laps de temps où on se cherchait dans la fumée, on a vu M. Pascal Affinguessan en train de venir avec son cortège. Je lance alors mon direct avec lui, j'engage la discussion. J'avais tout en boîte, j'avais mon information et je m'apprêtais donc
à répartir. Dès que je m'engage sur la voie, il y a un officier qui il est sorti du lot carrément. Il a couru. Il est venu vers moi. Tu es bête ou bien? Tu sais pas qu'on ne passe pas ici? Donc je marque une pause et je lui dis, est-ce que vous êtes obligé de me parler comme ça? Est-ce que vous savez que vous pouvez dire la même chose sans toutefois être discourtois à mon endroit? Il me dit qu'il s'en fout. Il n'en a rien à foutre. Et que lui, il s'en fout de moi, mon état d'âme. Et je lui ai rétorqué que si lui, il estime qu'il ne peut pas me donner du respect, rien ne m'oblige à lui donner du respect. Parce que c'est ça aussi qui est important. Lui, il est censé faire respecter la loi. Et dans son travail, le respect est de mise. La discipline est de mise. On ne peut pas manquer de respect à un citoyen comme ça. Je n'ai fait que le mettre face à son comportement discourtois vis-à-vis de moi. Automatiquement, l'homme a appelé des sous-officiers, 7 sous-officiers qui sont venus pour m'arrêter. Je leur ai dit non, ne me prenez pas par la ceinture parce que, c'est dégradant. Je suis prêt à vous suivre où vous voulez, mais ne me prenez pas comme ça. Mais ils m'ont pris. Pendant que l'un marchait sur ma cheville gauche, les autres me poussaient. Et dans leur volonté manifeste de m'humilier, de me faire tomber, comme je ne tombais pas, il y a celui qui est à ma droite a pris sa matraque et il m'a tapé sur le genou gauche. Et c'est à ce moment que je tombe. On me marche dessus, on me piétine, on me marche dessus. Même une bête sauvage, on ne lui marche pas dessus comme ça. Et pendant ce temps, mes camarades journalistes leur disaient non, ne faites pas ça, mais ils n'en ont que faire. Je leur dis calmez-vous, j'ai mal, la douleur va passer, je vais me lever, je vais vous suivre. Mais ce n'était pas leur problème. Il y a un qui est venu qui m'a pris par le col de ma chemise, qui m'a traîné sur pratiquement 1 mètre. Et pendant ce temps, certains étaient en train de me faire les push. Et pour ceux qui ont écouté la vidéo, plusieurs fois j'ai répété ne me volez pas, ne me volez pas, ne me volez pas. À ma grande surprise, à un moment donné, je vois un qui a pris mon téléphone et ma Wi-Fi pocket. Je le vois en train de descendre en flèche. Malgré que je recevais des coups, j'ai crié non, ce policier c'est un voleur. C'est un voleur, il a pris mon téléphone, Comment se fait-il que quelqu'un qu'on est en train de battre devant Shell, la station Shell, mon téléphone se retrouve devant la CEI? Dieu merci, il y avait un officier qui était là qui lui a dit non, ne le frappez pas, ne le frappez pas. Mais les sous-officiers en place, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils voulaient démontrer, qu'est-ce qu'ils voulaient faire. Ils m'ont battu, traîné jusqu'à la voiture. Ils m'ont mis là, ils ont mis 4 éléments de la police autour de moi. J'étais dans la voiture, assis au soleil pendant près de 1h30, voire 2h. J'étais assis. Après, il y a Fernand Dédé qui est venu. Il y a même Guillaume Bateau et Vincent Diem de Jeune Afrique qui, eux, sont restés avec moi durant tout le parcours. Quand j'ai été libéré, avant même que je me sois libéré dans la voiture, qui était autour de moi, quand je reprenais mes esprits, je me suis rendu compte que mon porte-monnaie avait disparu. Mon porte-monnaie contenant, qu'on appelle ça, ma carte d'identité, ma carte bancaire, la somme de 40 000 et puis bon, les cartes de visite, paf, tout a disparu. J'ai commencé à dire non, je vous avais dit que vous allez me voler et vous m'avez volé mon argent. Je veux ma carte d'identité, je veux mes pièces, je veux mon argent. Mais le commissaire de police m'a regardé d'un air vraiment dédaigneux. Est-ce que toi on peut te voler? Hein? Et puis 40 000 francs même là, c'est quoi? Tu vas faire quoi avec ça? Tu vas faire quoi? C'est un commissaire de police qui sort des propos comme ça. Le doyen Fernand Dédé me dit, petit frère, comme tu as été libéré, va porter plainte et tu fais une déclaration de perte aussi en même temps. J'étais avec Anderson Djedri qui écrit pour Ebony Today et j'étais avec Moïse Katumbi de Media for Change qui eux m'ont accompagné jusqu'au 12e. On arrive au comptoir, je demande à porter plainte. Les sous-officiers refusent de prendre ma plainte. Ils me disent bon, il faut aller voir notre officier, il est en haut, il s'appelle Achiche. Il a la porte 4 du 12e. Il dit ok, il n'y a pas de problème. Et je pars, je monte, j'arrive, il nous demande pourquoi. Il lui dit je suis venu pour porter plainte contre la police. Parce que j'ai été violenté, maltraité, mes droits les plus élémentaires ont été bafoués et pour couronner le tout, j'ai été volé par les mêmes policiers. Il m'a regardé comme ça. Donc tu veux porter plainte contre la police? J'ai dit oui, je vais porter plainte contre la police. Il dit ici moi je ne prends pas de plainte contre la police. Je ne peux pas prendre de plainte contre la police, donc tu veux porter plainte contre nous-mêmes. Si tu es trop fâché, il faut aller voir le procureur Adou. Ok. Je me sens bafoué. Je me sens humilié et l'injustice notoire est là. On me dit on ne prend pas ma plainte. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème.
Le lendemain, donc, sur le champ, je suis descendu, j'ai fait une déclaration de perte que mes amis m'ont aidé à payer parce que j'avais même pas un sou sur moi. Une déclaration de perte, tout et tout. Et le lendemain, j'ai rédigé ma plainte. Je suis allé au parquet, j'ai porté ma plainte au procureur de la République. Après cela, je suis reparti à la CNDH, la Commission nationale des droits de l'homme. Je suis encore allé là-bas, j'ai porté plainte. Derrière ces plaintes, c'est un combat. C'est un combat que je suis en train de mener. Aujourd'hui, on se rend compte, il y a des situations, chaque fois dans des villes, que ce soit à Bloléquin, dans telle ville, les populations s'élèvent. Ils s'attaquent à des institutions de la République. Sur les réseaux sociaux, un peu partout dans les journaux, partout, on dit c'est de l'incivisme. Oui, c'est de l'incivisme. Mais il faut s'attaquer à la base du problème. Parce que quand on voit ces populations s'attaquer aux institutions de la République, c'est parce que nous avons perdu de vue les fondamentaux. Respecter les lois que nous nous sommes données nous-mêmes. C'est ça le plus important. Quand les justiciables sont tout le temps brimés, quand les justiciables sont tout le temps volés, agressés, violés, ou bien même tués, et qu'on part porter plainte à la police, et qu'en retour, c'est du dégoût, c'est des moqueries que ces personnes reçoivent. Ils ne sont jamais rétablis dans leurs droits. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? En gros, c'est une façon pour eux de dire non, ce qui m'est arrivé, il faut que je me rende justice. Donc cette plainte, pour moi, c'est un combat parce que je suis prêt à aller jusqu'au bout. Je vois Olga Otro, du nouveau réveil, en train de se faire gifler au palais, là-bas, au palais de justice, et être mis au violon. Mais qui vous a dit qu'elle n'a pas porté plainte? Elle a porté plainte. Mais sa plainte n'est jamais arrivée quelque part. Cyril Djedmel a été tabassé. Qui vous a dit qu'il n'a pas porté plainte? Il a porté plainte. Mais où est-ce que c'est arrivé? Ça n'est arrivé nulle part. Et c'est pour cette raison que je me suis adressé directement au procureur de la République, M. Adou Richard, pour lui dire que pour une fois, il faut qu'il puisse se saisir de cette affaire. Parce que trop, c'en est trop. Les journalistes de Côte d'Ivoire se font tabasser, humilier. Au-delà même des journalistes, de 5 citoyens se font tabasser, humilier, nuit et jour. Qu'est-ce que lui fait? Moi, je pense que Adou Richard est un très bon magistrat. Et je pense qu'il va se saisir de cette affaire-là. Il faut que cette affaire soit tirée au clair une bonne fois pour toutes. Parce que si ce n'est pas fait, ok, on comprendra qu'en Côte d'Ivoire, 1, la liberté d'expression n'existe pas. 1, la liberté individuelle n'existe pas. La liberté d'informer n'existe pas. En gros, dans quoi est-ce qu'on est? Je pars du principe tout le temps. Et ça, je le dis, il n'y a rien de plus important pour une démocratie qu'un électorat bien informé. Si nous, journalistes, ne pouvons pas faire notre travail, si nous, journalistes, ne pouvons pas informer les gens, or, l'information est un droit. Si on ne peut pas informer les gens, qu'est-ce qu'on doit faire? Vous savez, ce serait méchant de ma part de dire qu'il n'y a pas eu des avancées au niveau des droits des journalistes en Côte d'Ivoire. Il y a eu beaucoup d'avancées. Mais qu'on le veuille ou non, il y aura toujours des brebis galeuses dans cette corporation de policiers. Et ce sont ces brebis galeuses-là qui entachent le travail des gens. Donc, je ne peux pas dire, parce que la liberté n'est pas totale. Beaucoup a été fait, mais beaucoup reste encore à faire. Donc c'est ce que je peux dire, Madame Kassi, à ce niveau-là. Mon message à l'endroit du ministre de la Communication, c'est que je souhaite que Bruno Nabagna-Koné, ministre de la Communication, s'accorde avec son collègue, ministre de l'Intérieur, de sorte à ce qu'on trouve un canevas, pour ne pas que ce genre de dérives-là puissent encore arriver. Et eux, ministre de la Communication, le ministre de l'Intérieur et le président Alassane Ouattara, vous êtes les garants moraux de cette loi-là. Si vous ne la faites pas respecter, qui va faire cela à notre place? Je vous appelle à toutes ces personnes éprises de liberté à soutenir ce combat, à mener ce combat avec moi. Ne regardez pas au visage de Daouda Coulibaly, non. Regardez au-delà de Daouda. Parce qu'aujourd'hui, c'est Daouda qui a été battu. C'est Daouda qui a été traîné. C'est Daouda qui a été humilié. Mais demain, à qui le tour?